Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour notre rendez-vous de la semaine Info 7, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. L'honneur est fait à une femme. Dans ce numéro, nous recevons pour vous Chantal Moboni. Voilà, j'y arrive. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication de l'ECD, partie chère à Martin Fayulu, mais elle est également porte-parole de Martin Fayulu et cadre de la coalition Lamouka. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Mois de droits de femme, il faudrait que les femmes prennent conscience. Il faudrait que les femmes identifient les questions essentielles. Et il faudrait que les femmes aient une approche et une bonne méthodologie pour recouvrer ce dont nous sommes à la recherche. Comment se porte ECD? Depuis un temps, nous avons vu le président national Martin Fayulu qui est dans une tournée à travers les provinces. Nous avons vu à Bouendé. Comment vous pouvez nous expliquer ce qu'il est en train de faire? Ces visites s'inscrivent dans quel cadre? Ok, merci beaucoup. Le président élu Martin Fayulu Madidi, il est d'abord président élu. Président élu, mais c'est un débat qui est déjà passé, non? Bon, je pense que le peuple doit connaître son histoire. Si vous pensez que ce qui se passe doit être passé, donc votre avenir est hypothétique. Donc, je disais, c'est un président élu, et puis c'est le coordonnateur actuel de la plateforme Lamouka. Et c'est le président national de l'ECD, comme vous avez dit. Donc, il est dans ses devoirs en tant que responsable, en tant que commandant du peuple, en tant que patriote, en tant que l'espoir de tout un peuple. Et vous savez que c'était déjà bien avant qu'il devait faire cette tournée. Et suite à la pandémie Covid-19, ça a été reporté. Et maintenant, c'est le moment. Il est en train de le faire pour communier avec sa base, pour communier avec le peuple congolais qui le porte toujours 4 ans après. Il est toujours dans son peuple. Qu'est-ce qui vous fait dire que Martin Fayulu est l'espoir du peuple congolais? C'est l'espoir du peuple congolais au regard des résultats des élections passées de 2018, au regard de cette complicité qui continue à régner. Il était à Lissala, vous avez vu, parce que certains disaient qu'il n'était populaire qu'à Tchangou. Lissala a démontré qu'il n'avait aucune frontière. Bouendé a démontré que c'était vraiment son choix. Vous avez suivi les témoignages des gens de Tchouapa qui ont témoigné. Il y a même des mamans qui ont témoigné pour dire que nous avions voté le numéro 4. On voulait vraiment le voir et aujourd'hui on l'a vu. C'était vraiment une joie immense. Donc vous-même vous voyez, quand il vient, quand il parle, quand il appelle le peuple répond. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs leaders que lorsqu'ils appellent leur base, la population répond toujours. Non, il y a une différence entre le peuple et la population. C'est différent. Ok. Est-ce que 4 ans après, d'ici là, Tshisekedi fera 4 ans à la tête de la République démocratique du Congo, est-il toujours nécessaire de continuer à parler d'un président élu qui est Martin Fayulu, qui siège chez lui? Merci beaucoup. Vous savez que l'Africain et surtout le Congolais est en train de perdre son identité. L'identité du Congolais, c'est dans sa culture, c'est dans son histoire et dans son identité. Disons, ses racines en tant que peuple. Donc, vous savez que nos enfants viendront demain. Ils vont étudier le cours d'histoire. Vous pensez qu'on viendra nous parler de Diogo Kao? On nous parlera toujours de David Livingstone? Non, il est temps de parler de Kimpavita, il est temps de parler du Royaume Congo, il est temps de réécrire l'histoire du Congo, comme a dit le père de l'indépendance Lumumba. Donc aujourd'hui, nos enfants qui sont là, ils ont vu, ceux qui viendront après apprendront aussi également qu'il y a eu un hold-up électoral en 2018 à la République démocratique du Congo et nous ne cesserons pas de le dire. Et le président a été élu par son peuple, même si il n'a pas l'exercice du pouvoir, cela n'empêche pas au peuple congolais de pouvoir mettre sa confiance en lui, de pouvoir témoigner de son attachement, de sa complicité et de l'exprimer. Quand il dit un mot, le peuple suit.
Donc, cela n'est pas question d'une période. Vous savez, la vérité n'a pas de date d'expiration. Hein. La vérité n'expire jamais. Et vous savez on a comme l'impression que cette vérité n'est acceptée comme vérité que dans le camp de l'ECD et puis la Mouka. Oui, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. C'est question de conviction. Et que toute la majorité de Congolais, d'ailleurs, si nous suivons le résultat de nos pères spirituels, c'est, je dirais, à plus de 62% du peuple congolais, c'est qu'il a voté. Mais aujourd'hui, ils sont quand même tourné la page. Non, s'il vous plaît, vous pouvez tourner la page. Cela ne veut pas dire que vous oubliez le passé, parce que le présent est conséquence du passé et le futur sera conséquence du présent. Donc, par tourner la page, cela veut dire que vous n'oubliez pas l'histoire. Peut-être que vous dites, bon, on s'était... On voit quand même comment ça va se faire. Mais nous, on a compris une chose. Nous nous sommes tués avant et jusqu'à aujourd'hui, le pays ne marche pas. Alors, il est question aujourd'hui que chacun de nous fasse de la vérité une fondamentalité. Il est question aujourd'hui que chacun de nous soit du côté de la vérité pour penser quand même aux générations futures. Combien depuis 2006, 2011, 2018, c'est le même problème. On passe l'éponge, on tourne la page, mais nous reviendrons sur ça chaque fois. Mais le problème aujourd'hui, c'est de trouver une solution définitive. C'est la raison d'ailleurs, nous avions proposé à ce qu'il y ait 3 parties prenantes pour parler de vraies réformes afin de doter les institutions, disons le pays, des institutions et des animateurs légitimes pour question de génération future. Avant d'entrer vraiment dans les vifs et aborder des questions en rapport avec les dossiers qui sont au menu de ce magazine Info 7, Chantal Mouboni, que devient aujourd'hui la Mouka? Parce qu'à un moment, on parlait trop de la Mouka, mais aujourd'hui, Martin Fayoulou, quand il apparaît, c'est plus sur la casquette des SID. On a également Adolphe Mouzito, lorsqu'il apparaît, c'est plus Nouvel Élan. Et la population se pose la question de savoir, la Mouka devient quoi? Vous m'avez présenté comme cadre de la Mouka. La Mouka existe. La Mouka, c'est une plateforme politique. Et la plateforme politique a ses stratégies, a sa façon d'organiser ses activités. Vous ne pouvez pas attendre la Mouka que quand il y a conférence de presse ou quand il y a un communiqué du président. Mais vous ne communiquez plus trop. Permettez-moi de parler. Mais je suis là, je communique. Tous les jours, je suis dans le média. La Mouka a de communicateurs, a de cadres, a des gens qui communiquent. La tournée que le président Martin Fayoulou est en train de faire, je vous ai dit ici, c'est vrai qu'il est président national de l'ECD. Non. Il est en tournée comme ECD, vous l'aviez même dit au début. S'il vous plaît, c'est pas à vous de me dire il est là comme qui, parce que en lui, il y a 3, disons, je peux dire, il y a déjà 3 statuts en lui. Il est président élu, il est coordonnateur de la Mouka et il est président de l'ECD. Donc, il n'y a pas à dissocier parce que c'est lui qui incarne toutes ces valeurs. Et de l'autre côté, lui fait la tournée à l'intérieur de province. Le président Mouzito a abordé le volet diplomatique. Il vient de faire un séjour au niveau de l'extérieur du pays, au niveau de la diaspora, où il a été reçu par de responsables de l'Union européenne. Il a rencontré l'élite congolaise, il a tenu de conférences, tout ça. C'est-à-dire que le président est à l'intérieur, lui il est là-bas. C'est la stratégie actuelle qui a été adoptée. Et la Mouka est là, le peuple est là, parce que la Mouka, au fait, c'est quoi? La Mouka, c'est pas dans les déclarations politique. La Mouka, c'est l'esprit du peuple congolais parce que c'est le peuple qui a créé la Mouka le 29 septembre 2018 sur le boulevard Triomphal. Donc, c'est l'esprit du peuple. Et aujourd'hui, comme vous voyez, le peuple revendiqué, le peuple s'associe à ses leaders. Cela témoigne que la Mouka existe toujours. Donc, nous, on n'a pas besoin de démontrer au peuple l'existence de la Mouka parce qu'on vient dans le média, on dit « je suis la Mouka ». Non. Les simples faits de voir Maman Chantal, tout le monde sait qu'elle est de la Mouka. Le président Martin Fayoulou, c'est le coordonnateur actuel. Le président Mouzito, il est dans la Mouka. Nouvel Élan et SID sont les 2 parties de la Mouka. Et il ne faut pas oublier que dans la convention... Il n'y en avait pas 2, il y en avait... Non, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci. Dans la convention de la Mouka, il est stipulé que c'est une plateforme politique et cela n'enlève aucune autonomie des partis politiques d'opérer comme tel. Donc c'est normal que vous attendez 2 fois par le SID, par le Nouvel Élan. C'est normal. Donc, la Mouka c'est une plateforme. Avec 2 leaders c'est le seul espoir du peuple congolais. Et Adolphe Mouzito. Tout à fait.
Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rétrospective de la semaine. Vous le savez, le 8 mars a été célébré en République démocratique du Congo et dans la capitale de la RDC particulièrement. On en parle juste après ces images. La nature, c'est le choix des femmes de l'UNESCO pour célébrer la date du 8 mars dédiée à la Journée internationale des droits de la femme. En RDC, cette commémoration est placée sous le thème « L'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes ». S'inspirant du thème, les femmes de l'UNESCO ont fait le déplacement du Jardin des Amis de la Nature et des Jardins. Ici, l'environnementaliste Jean Mongalibi a trouvé des mots justes pour conscientiser ses hôtes sur le rôle de la femme dans la protection de l'environnement. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, au niveau de la planète, le rôle que l'UNESCO joue par rapport à l'éducation de nos enfants. Alors il fallait déjà commencer par eux. Aujourd'hui, on leur a montré exactement comment mieux gérer son environnement en faisant des cultures dans des sacs. Et on leur a aussi appris comment arriver à conserver de la tomate pendant plus de 2 ans sans les mettre dans un frigo ou dans un réfrigérateur. Cette date était une occasion capitale pour ces femmes d'approfondir leurs connaissances. Les thèmes internationaux et nationaux, c'est surtout l'environnement. C'est pour ça que nous nous sommes réunis pas dans une salle climatisée, mais dans un environnement écologique. On a beaucoup appris. Il y a des petites failles que nous faisons en tant que femmes à la cuisine. Nous avons appris que tout peut être restauré. C'est sur une note de satisfaction que les femmes de l'UNESCO ont bouclé cette visite. Il y avait RIFA, Réseau international francophone des aînés. Nous sommes en train de partir. Or, dans la sensibilisation par rapport à l'environnement, nous devons commencer déjà à préparer les enfants pour prendre les bâtons. Nous sommes en train de travailler avec la Fondation Chadaï, où il y a aussi des formations, comme on l'a dit, c'est gratuit, c'est pas payant, où les gens peuvent venir voir, apprendre comment cultiver, comment transformer, comment mieux prendre soin de son environnement. Au-delà de l'exposition des stands des 13 organes des presses invités en cette deuxième journée, un cadre d'échange et de partage d'expériences a été organisé. Jackie Kitoga, première intervenante, a parlé de l'égalité des sexes dans les milieux professionnels et exhorte les femmes à connaître leurs droits. Nous savons tous qu'il existe la loi sur la parité, mais aujourd'hui, si elle n'est pas effective, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Il est de notre devoir à nous de savoir quels sont les instruments juridiques qui sont mis à notre faveur, quelles sont les mesures contraignantes qui accompagnent ces instruments juridiques, quelles sont les bavures qui sont observées dans nos milieux professionnels et après prendre des décisions vis-à-vis de ces parcours-là et de nos observations. Ensuite, la secrétaire générale du département des femmes travailleuses à la conférence syndicale du Congo, Brigitte Charadi, a abordé les sujets de statut juridique, politique et sociétal de la femme congolaise. Et la dernière participante, Ketia Olangi, s'est penchée sur la question de la scolarisation de la jeune fille comme canal de lutte contre la discrimination en RDC et on a fait quelques recommandations. De ce qui précède, nous formulons donc ces recommandations. Aux bailleurs de fonds ou aux organisateurs, de réhabiliter les lycées publics qui reçoivent les jeunes filles, de financer les projets de création des écoles spécialisées, la réforme de notre système d'éducation nationale. Si on peut rajouter l'entrepreneuriat et le leadership dès l'école maternelle. Aux parents de se couper en morceaux pour scolariser à tout prix les jeunes filles. La 3e édition de la foire des femmes des médias est placée sur les thèmes promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, un engagement pour la femme des médias. Ces assises, organisées par l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite et l'Union congolaise des femmes des médias, avaient débuté les mercredis 9 mars 2022. Prôner l'égalité des sexes et de les promouvoir pour le développement durable de la RDC avec ce thème national à la célébration de la Journée de la femme, la génération consciente du Congo a fait sien
pour réveiller sa Ligue des femmes. Selon la présidente de la Ligue des femmes de la GCC, la femme consciente doit se représenter dans toutes les sphères décisionnelles. Cela dépend de qui nous voulons être. Alors nous, notre vision à nous est que la femme de la génération consciente du Congo puisse vraiment aller de l'avant et se montrer dans tous les niveaux égal à l'homme, qu'elle puisse faire tout ce que l'homme peut faire, tout ce qui est à sa capacité de faire. C'est pourquoi nous souhaitons vivement vraiment accueillir toutes ces femmes capables et ceux qui ne sont pas capables, nous les formons afin qu'ils puissent aussi devenir capables comme nous autres. De son côté, le porte-parole de la GCC parle de la mission assignée à CTSBL, à savoir lutter contre les antivaleurs et militer pour l'éveil de la conscience des Congolais, sans distinction des âges. La GCC, c'est une génération consciente du Congo. C'est une association sans but lucratif qui regroupe les jeunes consciencieux qui militent contre les antivaleurs et qui conscientise les jeunes à aimer le pays et à travailler pour l'intérêt de la nation. La femme est porteuse de vie, mais seulement la femme, elle s'oublie elle-même. Elle peut avoir l'initiative, mais elle n'a pas peut-être la volonté, le courage d'agir. Et ensemble avec les associations, les ONG, les partis politiques, cela pousse les femmes à émerger ou à s'épanouir. C'est ça même le but de certaines associations dont la GCC. Notons que la génération consciente du Congo existe officiellement depuis 2020. Chantal Moboni lutte pour les droits des femmes en République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux à ces jours de cette lutte? Ok, merci beaucoup. L'état des lieux sur le plan de l'arsenal juridique, nous avons beaucoup de textes. Nous avons d'abord dans la Constitution l'article 14 qui veut à ce qu'il y ait parité hommes-femmes et qui demande à ce qu'il y ait une loi spécifique pour la mise en œuvre. Et la loi spécifique est là. Et au niveau de traités internationaux, nous avons ratifié beaucoup de traités, dont la Convention pour l'élimination des discriminations faites à la femme, la résolution d'ailleurs 1325 des Nations Unies, nous avons le protocole de Maputo, le protocole de la SADC, tout ça. Donc nous avons plusieurs aussi documents qui concernent l'égalité même des sexes. La résolution de Beijing. Mais le problème aujourd'hui chez nous, c'est pas au niveau de texte, bien que au niveau de texte aussi il y a un petit couac. Je peux dire parce que vous avez l'article 14 qui vous ramène à une loi spécifique sur la parité. Quand vous êtes dans la loi sur la parité, par rapport à la représentation paritaire de femmes, là je suis dans les cas femmes politiques, on vous ramène à la loi électorale. Quand vous allez dans la loi électorale, dans son article 13 alinéa A, on vous dit que la représentation paritaire de femmes, il faudrait qu'il y ait cette représentation, mais quand vous êtes dans cet alinéa, on vous fait savoir aussi que la liste qui n'aura pas de femmes à représenter, ne sera pas taxée d'irrécevabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Ça passera. Ça passera. La loi passera. Oui, quand la liste n'a pas de femmes, cela n'est pas un sujet d'irrécevabilité. Ok, donc on va accepter cette liste. On va accepter cette bien liste. Bien qu'il y a des documents qui concernent l'égalité, bien que tout à fait, le document passe. Le document passe. Okay. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on a constaté qu'il n'y a pas un caractère contraignant. Parce que on doit, si c'est la loi, il faudrait que ça soit appliqué. Et si on n'applique pas, il faudrait que les sanctions soient réservées. Mais quand on dit que ça ne sera pas irrécevable, dans l'entretemps, vous savez, au-delà de cet arsenal juridique en question, il y a un problème sociétal. Vous connaissez déjà quelle image la société a donnée à la femme. Nous sommes au Congo, la femme congolaise, Olena mwasi olena ndoki, mwasi mwasi ndenzoto, basi batongaka mboka te, ndoki ya mwasi alimbisaka te. Tous ces clichés-là qu'on a donnés à la femme, c'est un problème. Jusqu'à ce jour, il y a des tribus qui n'acceptent pas l'épanouissement de femmes, qui n'acceptent pas ce que la femme se tienne sur la même table avec les hommes. Donc ça, c'est un problème réel. Il y a un problème au niveau sociétal, et puis il y a un problème au niveau de la femme.
Et quel est le problème au niveau de la femme? Au niveau de la femme, c'est qu'il y a un manque d'engagement de la femme d'abord. La femme doit prendre un engagement. Quand vous êtes dans la politique, il faut un engagement politique. Quand vous êtes dans le média, il faut être déterminé, avoir cet engagement de pouvoir jouir de vos droits. Et pour cela, il faudrait à ce que nous ayons à faire une éducation parentale sur la femme. Je ne parle pas de l'éducation maternelle, une éducation parentale. Parce qu'aujourd'hui, les enfants que moi j'ai, si moi je donne l'éducation, ces enfants sont le parent de demain. Alors, ils vont transmettre l'éducation. Et si cette éducation n'est pas en réseau, n'a pas de bonnes valeurs, n'a pas de valeurs positives, ça va influencer aussi l'avenir de mon pays. Donc, pour dire que les statuts aujourd'hui des droits de femmes, nous voyons plus que l'aspect promotion de la femme est pris comme un fonds de commerce pour le politicien, et comme, disons, une façon de dorloter la femme, mais en réalité, il n'y a pas une volonté politique. Parce que quand la loi vous ramène à une loi organique et que cette loi organique vous ramène de nouveau à une loi électorale, et dans cette loi électorale, il n'y a pas un caractère contraignant. Rappelez-vous déjà qu'en 2006, la loi électorale parlait même s'élécher. Donc c'est probablement, donc il n'y a pas de caractère contraignant. Nous pensons que l'autorité, disons, la volonté politique n'y est pas et que les gens sont en train de faire une hypocrisie et pour dorloter la femme. Et en même temps, la femme ne comprend pas la philosophie de sa lutte parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune politique publique pour faciliter la promotion de cette femme-là. C'est vrai, on va nous chanter parité, on va faire de kermesse et consorts, mais la parité seulement au mois de mars, pendant toute l'année. Est-ce qu'il y a un chronogramme, une série d'activités? Il y a une stratégie qui est mise en place par le ministère du genre à l'égard de la femme. Il y a pas... elle-même comprend sa lutte, comprend le sens de la date du 8 mars. Parce que nous voyons, lorsque le 8 mars sonne, il y a des activités organisées à gauche, à droite. Est-ce que la femme doit attendre seulement ces moments-là? Donc, c'est un peu deux questions posées. D'abord, est-ce que la femme comprend le sens de cette date, le 8 mars ou le mois de mars? La majorité des femmes ne comprend pas. Mais il y a une catégorie de femmes qui se sont levées, qui comprennent déjà. Malgré la partie qui comprend, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, qui doit faire comprendre à la femme la philosophie de sa lutte? Et qui doit faire comprendre? D'abord, c'est le pouvoir public. La loi sur la parité, la loi de mise en œuvre, que nous appelons communément la loi sur la parité, est-elle vulgarisée? Est-elle vulgarisée dans les 4 langues nationales? Est-ce que le ministère du genre a fait de sorte que cette loi soit appropriée par 2 femmes? Donc c'est l'État déjà. Le problème se situe au niveau de l'État. Il y a aussi un problème au niveau de femmes qui sont conscientes. Parce que c'est des femmes leaders aussi. Vous pouvez avoir des femmes ministres, des femmes députées. Quel est le rapport entre ces femmes et les femmes de la base? Nous sommes aujourd'hui femmes leaders. Que faisons-nous pour que la femme de la base s'approprie de cette lutte? Est-ce qu'elle comprend la philosophie? Nous allons vers la femme de la base parce que nous la considérons comme notre électrice. C'est pour nos intérêts. Mais nous n'allons pas chez la femme de la base pour assurer la relève et véhiculer la lutte et véhiculer la philosophie de la lutte. C'est ça le problème. Certaines femmes sont élevées. Est-ce qu'elles ont compris la lutte? Non. Si vous êtes suppléante, nièce de quelqu'un qui est ministre aujourd'hui, vous la remplacez au Parlement. Est-ce que vous avez compris la lutte? Est-ce que vous avez la philosophie? Parlons un peu de cette femme-là au sein des partis politiques. Nous avions plusieurs femmes au sein des partis politiques. Mais combien s'élèvent comme vous pour parler? Et c'est aussi un problème. Quand nous avons des débats, vous invitez les femmes, c'est difficile qu'elles s'élèvent pour venir parler. Oui. Mais maintenant, au sein de ces partis politiques, où se situe le problème? C'est pourquoi nous, à l'ECD, nous disons qu'il faut célébrer autrement le mois de mars. Et comment vous regardez notre manière de célébrer le mois de mars, souvent c'est différente des autres célébrations. Pourquoi? Parce que la femme doit comprendre d'abord que le combat de la parité commence dans le parti politique. On n'attend pas que les gens soient au pouvoir pour chercher les postes. Non, c'est dans le parti politique qu'il faut combattre. Aujourd'hui, et je ne sais pas s'il y a combien de partis qui ont des statuts qui stipulent, qu'il y a un article qui stipule clairement les statuts de la femme dans ces partis politiques-là. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas. Presque tous les statuts de partis politiques, on vous parle le respect de la Constitution. C'est vague. Aujourd'hui, le droit à la vie, c'est dans la Constitution. Est-ce que c'est appliqué?
Il n'y a pas un caractère contraignant. Donc le problème aujourd'hui, c'est que la femme doit militer d'abord au sein de partis politiques. J'ai dit ceci, que la femme vient d'une société qui a déjà brandi un cliché pour elle. La femme doit tout faire pour déconstruire d'abord cette image-là. Il faudrait que cette image soit tombée. Et comment ça va tomber? C'est pour cela que je disais, la femme qui est élevée doit aider la femme qui n'a pas encore compris de comprendre. La femme qui est dans le parti politique doit mener le combat. Vous ne devez pas être dans le parti politique seulement comme des militants. Comment vous pouvez comprendre que vous avez des postes de nomination, un leader de parti politique envoie 8 hommes et une seule femme? Dites-nous un peu au sein de gouverneur ici, vous avez 2 femmes? Est-ce que quand il n'y a pas cette considération par rapport à la femme, est-ce que la femme s'élève? Quelle sanction la femme donne-t-elle? C'est ça le problème. Parlez un peu de votre parti politique SID. Dites-nous combien de femmes occupent des postes comme nous voyons. Vous êtes secrétaire national en charge de la communication. Il y en a combien comme vous à Oui, merci. Je voulais d'abord dire que nous, les femmes de l'SID, sous la houlette de l'honorable Charlotte Marcel à de heureuse mémoire, parce que c'est elle qui était secrétaire nationale en charge du genre et présidente à FEC, nous avons fait notre combat au sein du parti jusqu'à obtenir une résolution du Conseil national du parti par rapport aux droits des femmes. C'est pourquoi vous allez remarquer le président Martin Fayulu comme président national, la vice-présidente, c'est une femme, Madame Louaka. Vous allez voir dans le secrétariat général, il y a le secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints. Il y a une qui est une femme, Madame Biba Albertine. Elle est une femme. Nous sommes dans le bureau national. Moi, je suis porte-parole du président. Je suis une femme, secrétaire nationale en charge de communication. Nous sommes dans le bureau national, la secrétaire nationale en charge du genre, une femme. Nous avons aussi la comptable qui est femme. Nous avons la secrétaire nationale en charge du tourisme, c'est une femme. Nous avons donc, le combat n'est pas encore fini, mais nous sommes en train de continuer. Vous avez quand même milité pour que la femme soit valablement représentée. Et grâce pour nous, notre président vraiment est genré. Et genré, il veut la promotion de femmes. Et lui-même, il dit d'ailleurs que les femmes qui sont au niveau de l'ECD prouvent de quoi elles sont capables. Et il y a des compétences qu'on ne peut pas ignorer. Donc, il faut promouvoir la femme. Dans ce combat-là, il était avec nous. Et aujourd'hui, nous avons déjà 2 femmes, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons tout faire pour que nous ayons 50-50. Et si cela est fait, nous allons encore continuer la lutte. Parce que si aujourd'hui, il y a des postes de responsabilité, il faut que la parité soit tenue en compte. Aujourd'hui, nous voyons lors de la célébration de la journée dédiée aux droits des femmes, le 8 mars, comme tout le mois de mars, nous voyons des activités qui se tiennent un peu de gauche à droite dans les structures, dans les entreprises, des célébrations. Aujourd'hui, comment est-ce que la femme congolaise doit célébrer cette journée? Parce que il y a des femmes, la femme rurale, il y a cette femme qui va au marché. Est-ce que nous devons rester toujours dans cette célébration qui s'est faite dans une salle, dans, je sais pas, dans un cadre fermé? Comment est-ce que cette journée doit être célébrée par la femme de la RDC, par la femme de Kinshasa? Une question très pertinente. C'est pourquoi nous avions dit célébrons autrement le 8 mars. Parce que quand vous parlez de la parité, c'est une erreur de croire qu'on parle de la femme. Quand on parle de la parité, c'est une parité homme-femme. C'est ce que dit l'article 14 de la Constitution. Des deux. Quand on parle de la parité, c'est une erreur de penser qu'on parle de la femme politique. La parité, c'est à tout le niveau et à tous les échelons. On parle de la femme congolaise, maraîchère, donc toutes les femmes. En train d'arriver. Aujourd'hui, je pense que depuis toutes les émissions que je fais pendant ce mois, je parle que de la femme rurale et de la femme infirmière. Vous avez bien fait aussi de nous rappeler cela. Voyez cette femme rurale. Cette femme rurale, elle est en train de nourrir le pays. Nous avons l'agriculture comme priorité et moteur du développement. Mais quand vous regardez cet aspect-là, il y a plus de 60% de la main-d'œuvre qui est féminine. Mais nos mamans qui sont dans nos villages, qui font de l'agriculture, qui font cette femme rurale, n'a pas accès à la terre. Vous ne verrez jamais de femmes qui sont propriétaires des terres.
vous allez voir, cette maman n'a pas accès à la technologie. Elle n'a pas accès aux services. Elle n'a pas de route de dessert agricole. Elle est en train de souffrir. Et elle peut faire des choses à un niveau, on lui dit stop, toi la femme, tu t'arrêtes ici, c'est l'homme qui doit continuer. Et c'est l'homme qui tire le profit de ce travail. Du travail que fait cette femme-là. Cette femme rurale, aujourd'hui vous voulez parler de l'environnement, mais c'est la femme rurale qui est en contact permanent avec la terre, elle est en contact permanent avec la forêt. Et cette femme rurale qui n'a pas fait eau et forêt, qui n'a pas étudié l'environnement, qui n'a pas été au campus, elle sait vous dire que nous sommes pendant la saison sèche, ce qu'il faut faire c'est ça, nous sommes pendant la saison de pluie, nous sommes pendant tout ça. Donc cette femme, c'est une femme qui a un bagage, qui est en contact avec l'environnement, et c'est elle qui gère cet environnement. Aujourd'hui, vous pensez parler de l'environnement, il faut voir le tourbillard parce qu'on doit nous donner de l'argent, mais pensez aussi à la redevance des peuples autochtones. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle gagne dans ça? Elle est habituée à préparer avec du bois. Vous lui dites, ne touchez plus au bois parce qu'on doit protéger l'environnement. Oui, mais je veux préparer avec quoi? Je n'ai pas l'accès à la nouvelle technologie. Je n'ai pas le réchaud à gaz. Je n'ai pas le courant chez moi. Je ne sais pas avec quoi je peux préparer. Qu'est-ce que nous donnons en contrepartie par rapport à ça? C'est un problème sérieux. Il est important de penser à cette femme qui contribue énormément pour le développement du pays. Ce n'est pas seulement question de penser à elle. C'est question de l'associer dans le processus de prise de décision. Comment pouvez-vous prendre des décisions par rapport à l'environnement et ignorer la personne qui gère les ordures ménagères, par exemple? Je suis à Kinshasa, par exemple. Quand vous achetez le pondou, vous devez jeter à la poubelle. C'est vous qui gérez ces ordures ménagères. Si vous prenez les saletés, vous allez jeter à Kalam. Les lits de l'eau, l'eau n'aura plus son lit, il y aura les inondations, l'environnement est infecté et ça aura de répercussions de maladies d'origine hydrique. Donc le problème aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de la femme n'est pas le problème, disons la question de la femme n'est pas le problème propre aux femmes. Il faut associer les hommes, il faut éduquer et la femme et l'homme. Parce que l'homme doit comprendre que associer la femme dans le processus de prise de décision, c'est sauver le pays, c'est sauver l'environnement. D'ailleurs, la résolution 1325 a montré cela clairement. Le rôle de la femme dans la résolution de conflits. La femme elle joue un très grand rôle. N'a jamais été seigneur de guerre. La femme veut la paix. La femme n'a jamais créé la rébellion. Mais regardez les catastrophes de rébellion sur la femme. C'est elle qui est victime. Que la RDC soit la capitale mondiale du viol. Que nous ayons un réparateur de femmes, le docteur Denis Mukwege, que je salue avec toute considération. Vous trouvez ça normal? Donc aujourd'hui, la question de la femme, c'est une question qui doit préoccuper tout le monde. Parce que les succès de la femme, c'est les succès communautaires. Merci, Madame, Messieurs. Prenons à présent le deuxième dossier. Nous nous rendons dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de l'état de siège qui a été décrété dans ce coin, dans deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur militaire de l'Ituri en mission d'itinérance dans son entité, de Bunia à Mahagi en passant par Bimbo, Fataki, Ngibinyoka et Ngote, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de s'imprégner davantage de la situation qui prévaut ses administrés du territoire du Djougou. Partout où il est passé, le message est resté le même, celui de combattre l'ennemi. Bango bazolanda biso na insécurité pour que tokobate tokokoba pe tokobunda na bango. La population n'a pas caché ses sentiments. Après son meeting populaire en Ngote, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny a rehaussé de sa présence à l'hôpital général d'Irimba où se trouvent les militaires blessés. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire obligé de marcher à pied avec sa population dans une ambiance festive. Cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire des Mahagi, placée sous les signes du réconfort et de proximité à sa population, va apporter un plus dans les cadres de restauration
de l'autorité de l'État ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les activités ont repris dans la région de Mungwalu, à plus de 80 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou. L'effectif des militaires renforcés ont intensifié de patrouilles pour protéger la population de cette partie du pays. Ce climat d'inquiétude a aussi favorisé les retours des déplacés. En tout cas, cette fois-ci, l'esprit de la population peut tout à fait calme. Malgré l'état de route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade Clément Bitangalo a, au nom du gouverneur militaire, remonté le moral de ses compagnons d'armes. Personnellement, je suis confiant à ces militaires du fait de la formation qu'ils ont reçue dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et qu'ils continuent à œuvrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance à notre armée, leur armée. Signalant que tout au long de son parcours, le commandant de la 32e région militaire a échangé avec le chef coutumier et la population, question de leur assurer la sécurité. État de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Chantal, comment est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui les actions menées dans ce coin par les FRDC? Ok, merci beaucoup. Je pense que le FRDC, conformément à l'article 188 de la Constitution, sont républicains. Ils sont en train de se battre pour le pays. Nous devons avoir tout notre soutien à ces FARDC parce que nous avons entendu comment on a détourné leur argent, ce qu'ils pouvaient manger, le consort. Mais par rapport à l'état de siège, il faudrait quand même qu'il y ait une évaluation objective. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça, l'état de siège, tout ça, il n'y a pas une évaluation objective. Mais nous, au regard déjà de ce que le baromètre du Kivu avait publié, au regard de ce que la Commission Défense et Sécurité avait dit, disons, considérant ce que le ministre de Défense avait dit, nous pensons qu'il est important qu'il y ait une évaluation objective pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous savez, tout le monde a besoin de la paix. Moi qui vous parle, je suis de cette partie-là et j'aurais vraiment besoin qu'il y ait la paix. Il y a pas mal de femmes qui en souffrent, de familles qui en souffrent, des familles sont disloquées, les enfants meurent, il y a beaucoup de choses qui arrivent suite à ces atrocités. Tout le monde voudra qu'il y ait la paix. Mais le problème, c'est qu'on doit éviter de faire de cette histoire disons que je peux dire une campagne médiatique. C'est-à-dire quoi? On ne fait pas, qu'on ne communique pas autour de sections? C'est-à-dire quoi? Non, on peut communiquer pour que la population soit informée de ce qui se passe, mais on ne peut pas communiquer dans le cadre de faire un marketing politique. C'est ça le danger, parce que là, c'est le problème de la souveraineté du pays et le problème de la vie de Congolais. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des stratégies militaires, il y a des histoires qui ne peuvent pas faire objet de publications médiatiques. Nous pensons que c'est toujours dans le cadre de renforcer un peu nos FARDC. Mais ce qui est étonnant et inquiétant, c'est cet état de siège éternel, connaissant bien sûr que nous avons des armées étrangères dans le pays, connaissant bien sûr ce qui se passe actuellement à Béni. Il n'y a pas plus de 2 jours qu'il y ait encore 17 morts. Donc tout cela, ça nous interpelle
Ça nous interpelle tous. Et le président de la République a dit que l'état de siège sera levé que lorsque la paix sera rétablie dans ce coin de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas surprise parce que quelque chose qui est fait sans planification ne peut pas avoir un chronogramme. Parce que quand vous planifiez la chose, vous devez avoir un chronogramme. Vous devez savoir que ça va partir de tel mois à tel mois, mais pendant une période pendant une telle période, et après vous faites une évaluation très objective pour voir si... Mais on voit des évaluations qu'on fait par-ci par-là. Il y a même la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui venait de déposer son rapport après un travail. Je vous dis qu'il n'y avait pas de planification, c'est la même commission qui l'a dit. Donc le problème, c'est pas de faire ce que je dis. C'est pas un problème qui cherche un marketing politique. C'est le problème de la vie des gens. C'est le problème de la souveraineté du pays. Aujourd'hui, quand nous avons encore des armées étrangères dans le pays, quand la population continue à mourir, parce que c'est en mai 2021 que ça a été décrété cet état de siège, on est déjà à plus de 1500 morts. Et pas plus tard que ces 2 jours. Mais avant l'état de siège, on était à combien de morts? Non, je peux vous dire que je suis congolaise, je ne suis pas là pour compter le nombre de morts, pour faire la comparaison de morts, mais je suis en train de dire quand nous apportons une solution à un problème et que nous constatons qu'il y a toujours de morts, on doit se remettre en cause, réfléchir autrement, faire une évaluation nette, voir est-ce que c'est un problème de logistique, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de l'effectif, c'est un problème de trahison, c'est un problème... Donc c'est ça, il faut pour nous permettre d'avancer. C'est dans ce sens-là. Parce que si je me mets à dire avant il y avait combien de morts, donc comme avant il y avait de morts et que pendant il y a de morts, c'est que ça ne sert à rien. Vous voulez nous amener à cette conclusion? Non. Mais nous voulons... Une guerre qui a longtemps duré, des années et des années. Est-ce que vous estimez que l'état de siège, même prorogé 3-4 fois, pouvait résoudre en un clin d'œil le problème? Angela Merkel l'avait déjà dit. Vous arrivez au pouvoir, c'est pour apporter des solutions. Ce n'est pas parce que la guerre a duré qu'on ne peut pas trouver la solution à la guerre. Non. Vous voulez nous faire croire que c'était facile de trouver? Non, s'il vous plaît, madame. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour être sentimentaliste. On vient au pouvoir avec un programme de gouvernance. Ce qu'on a prévu par rapport à la sécurité, c'est quoi? Et c'est à partir de ça, en fonction de ça, qu'on va vous juger. Vous êtes là, vous avez apporté des solutions aux problèmes. Est-ce que ces solutions sont efficaces? Est-ce que vous avez réussi? Et moi, en tant que Congolais, j'ai le droit de connaître, de m'interroger, de poser des questions, de savoir ce qui se passe réellement. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui, parce qu'il y a 6 millions de morts et que 1500 morts seraient trop peu, que les morts continuent. Non. En France, vous avez vu une seule personne qui était décédée. Tous les Français ont dit « je suis Charlie ». C'est une seule personne. Aux États-Unis, vous avez vu la chute de George Floyd. C'est une seule personne. Vous avez vu combien de Africains, de Européens, toutes races confondues, combien de gens ont parlé. C'est une seule personne. Et vous voulez aujourd'hui qu'on se mette dans la guerre de comptage de morts? On ne peut pas. On peut comprendre qu'il y a eu de morts à Kisangani en 2000, la guerre de 6 jours, Rwanda-Ouganda. Il y a eu la guerre, les gens étaient décédés, étaient morts. Mais aujourd'hui, les gens doivent continuer à mourir pendant que vous dites que vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité, la solution de pouvoir amener à ce peuple-là qui a été longtemps maîtrisé. Donc moi, je pense que ça sera aberrant que nous puissions parler comparer le nombre de morts. Mais parce que nous prenons la période de la solution jusqu'à aujourd'hui, nous disons que pendant cette période, il y a autant de morts. Avons-nous résolu le problème? Qu'est-ce qui se passe? Où se situe le problème? C'est ça. C'est comme ça. Fayol est clair. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas gouverner sans planning. Gouverner, c'est contrôler, c'est coordonner, c'est commander, c'est organiser. Aujourd'hui, il y a quelques élus qui sont cités dans la situation, dans l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quel doit être le sort de ces élus cités?
Bon, je ne sais pas, on a cité les élites après une enquête, c'est vérifié, ou bien on a cité les élites par rapport à cette guerre politique de pouvoir disqualifier les autres. Ce sont des questions que je me pose. S'il s'avère que les gens sont cités, sont connus, il y a eu des enquêtes qui ont prouvé à ce qu'ils sont dans cette histoire de la guerre de l'Est, mais à quoi sert l'état de droit? À quoi sert la justice? C'est pas à nous de donner un point de vue, c'est à la justice de s'approprier de la chose. Nous parlons de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez ici interpellé le régime qui doit d'abord passer par une évaluation. Ce n'était pas aujourd'hui préparé. Et maintenant qu'aujourd'hui l'état de siège est là, si on demandait aujourd'hui à décider de faire quelques propositions, parce que vous êtes pour le bien-être aussi de la population, quels sont les conseils que vous pouvez donner au régime Tshisekedi pour que enfin la paix soit rétablie dans ce coin de la RDC, au-delà de l'évaluation objective que vous proposez? Merci beaucoup. Avant de combattre quelque chose, il faut identifier d'abord la cible. Aujourd'hui, quelle est notre cible? C'est ce qu'il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, si nous estimons que ce sont les puissances extérieures, ce sont nos pays voisins qui sont venus nous combattre parce qu'ils veulent prendre nos richesses, parce qu'ils veulent avoir la même mise sur nos minerais, tout ça, et considérant le passé sombre avec Rwanda, Ouganda, Burundi, et ils sont les acteurs principaux dans cette histoire-là, nous, SID, nous estimons que s'associer avec le Rwanda pour solutionner le problème de l'Est, c'est enfoncer les pays, c'est légitimer Rwanda, c'est innocenter Rwanda, pendant qu'il y a des rapports des Nations Unies qui font état de l'agression rwando-ougandaise en République démocratique du Congo. Ça, c'est de 1. D'aider. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu 2 problèmes au niveau de notre armée, parce qu'on avait d'ailleurs proposé la réforme au niveau de nos services de défense et sécurité pour pouvoir identifier les infiltrés dans l'armée. C'est une possibilité de réformer. Il y a aussi une possibilité de mettre ce qu'il faut à nos FARDC, c'est-à-dire le mettre dans les conditions pour qu'ils donnent le résultat escompté. Parce qu'on ne peut pas être là en train de faire la guerre aux gens pendant que sa femme ici est en train de souffrir au niveau du camp, pendant que ses enfants ne sont pas... Donc les FARDC doivent être mis dans de bonnes conditions. Ils doivent être mis dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, bien qu'ils puissent avoir certaines solutions diplomatiques, il faudrait que l'armée soit très équipée. Nous sommes sous embargo. Il faudrait que la diplomatie travaille d'abord pour enlever cet embargo en achat d'armes. Parce que nous devons, je veux parler ici même des mots qui sont venus du président ougandais, qui avait dit que si le pays ne sait pas mettre ses propres militaires pour combattre pour ce pays, c'est le sida. Ce sont les mots du président ougandais. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut que nos FARDC combattent. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer les gens qui sont en train d'envier nos richesses. Que Kagame aujourd'hui gère une usine de raffinerie de l'or qui vient du Congo. Quelqu'un qui est le premier exportateur de coltan, mais qui n'a pas de coltan sur son sol. Quelqu'un qui a fait la guerre de 6 jours à Kisangani. Que celui-là soit le parrain privilégié ou que ce soit le partenaire privilégié du régime. Sans qu'il puisse réparer. Je peux vous parler même, il y a eu le conflit entre la France et l'Allemagne. Vous avez étudié en histoire le traité de Versailles. Il fallait une réparation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réparé? On n'a pas réparé. Mais que ces gens-là, d'abord ils vous disent qu'ils viendront faire de village chez vous. Après, non, c'est leur police qui sera mixée à la nôtre. Là, vous parlez du Rwanda, des propos du président rwandais? J'ai parlé des pays limitrophes et consorts. Pour le multinational, il faudrait que nous soyons forts en interne. Il faut un leadership légitime et un leadership compétent. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quelle est la thèse nationale par rapport aux 6 millions de morts congolais.
Rwanda a réussi à parler du génocide pour le soi-disant 800 000 morts. Et aujourd'hui, c'est son fonds de commerce, il va avec partout. Mais nous qui avons perdu plus de 6 millions de morts, avons-nous une thèse nationale? Est-ce que vous avez déjà entendu la RDC réclamer le rapport mapping? Parce qu'on doit lutter contre l'impunité. Vous êtes en train de relever tout ça, vous dénoncez aujourd'hui. Quelle est votre analyse face à la position de la RDC par rapport à tout ce que vous avez relevé ici, notamment ce rapport mapping? À un moment, on a essayé d'en parler, mais depuis, on ne sait pas la suite. Votre analyse face à ce silence, si je peux dire qu'il s'agit d'un silence? Non, c'est un complot, c'est un complot. Comment on peut comprendre? Et qui est en train de comploter? Nous ayons un rapport mapping qui donne les noms. Qui donne même des pistes. Même pas les pistes, les noms des auteurs des crimes commis. Et que la justice de notre pays, ou que la justice internationale, ou que la communauté internationale ne puisse pas sortir ces rapports mapping du tiroir. Pourquoi on le cache? C'est à nous Congolais de nous lever, de demander à ce qu'il y ait exhumation de ces rapports. Je suis en train de féliciter le docteur Denis Mukwege. Je félicite le président Martin Fayulu parce qu'il nous avait dit chaque le 2 août, nous devons penser au génocide congolais. Il faudrait que tous les Congolais, partout où ils sont, puissent parler de ça pour qu'on reconnaisse qu'il y a un génocide. Et qui sont en train de comploter? Vous parlez d'un complot. Quelles sont ces personnes qui complotent? Mais c'est un complot. Il y a un complot extérieur, il y a le multinational, il y a le pays voisin et il y a aussi les fils du pays qui sont complices, qui sont de mèche avec l'extérieur. Madame, Messieurs, prenons à présent le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Dans le cadre du programme de bonne gouvernance et état de droit, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a tenu un débat citoyen sur le protocole d'accord entre la RDC et le groupe Ventora. Ici, il a été question de réfléchir ouvertement sur notamment la question pour le gouvernement congolais de procéder à un collectif budgétaire à l'issue de cet accord. Procéder à un collectif budgétaire pour les montants qui sont immédiatement récupérables, oui. Mais pour être plus sérieux, en matière minière, il y a beaucoup d'étapes. Lorsque vous récupérez vos actifs qui sont restés non exploités pendant assez longtemps et qui ne sont pas même programmés d'exploiter actuellement, il y a tout un tas de travail à faire en amont. C'est notamment le travail de certification des gisements, c'est le travail des études de faisabilité, préliminaires d'abord, avant de passer aux études environnementales, etc. et aboutir aux études de faisabilité bancables. N'étant pas un opérateur minier, le gouvernement congolais devra plutôt recourir aux appels d'offres afin de permettre de booster le développement du pays. Le gouvernement de la RDC n'est pas un opérateur minier. Et donc, du coup, la récupération de ces actifs devra appeler maintenant une conscientisation au niveau des membres du gouvernement afin de faire un appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, il faut compter que le plus méritant puisse gagner. Et ce faisant, nous pourrons alors compter sur des rentrées significatives dans l'avenir, en ce que si des opérateurs miniers sérieux viennent dans notre pays, investissent commodément, il s'ensuit le développement pour les communautés rurales qui habitent dans le coin. Il s'est de rappeler que la signature de cet accord à l'amiable entre la RDC et le groupe Ventora a permis au pays de Félix-Antoine Tshisekedi de récupérer les actifs tant dans les secteurs miniers que pétroliers. Favoriser un climat de travail serein pour les défenseurs de droits humains, c'est dans cette optique que s'est tenu ce débat autour de la proposition de la loi portant protection des défenseurs de droits humains en RDC. Au cours de cet atelier, il a été question de souligner que la nature et la spécificité du travail des défenseurs de droits humains nécessitent la mise en place d'un cadre légal. Je crois, comme l'avons toujours dit, la nature et la spécificité du travail des défenseurs des droits humains nécessite qu'il y ait un cadre légal sur leur protection, parce que les défenseurs sont là pour défendre les droits de tout le monde sans discrimination. Et il faudra que par rapport à cette nature et spécificité de leur mission, qu'un cadre légal de protection puisse exister pour que les défenseurs des droits humains
sur toute l'étendue du territoire national, puissent travailler dans un environnement propice à leur travail. Constant Maketa, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, a aussi promis de mener un plaidoyer auprès des parlementaires pour l'adoption de cette loi. C'est que nous allons engager un plaidoyer auprès de tous les parlementaires, mais pas peut-être tous les parlementaires, mais surtout les parlementaires qui maîtrisent les questions des droits humains, qui maîtrisent le travail des défenseurs des droits humains. Nous allons d'abord cibler ceux-là. Et bien sûr, nous allons étendre ces plaidoyers auprès d'autres parlementaires, peut-être qui n'ont pas assez de connaissances sur le travail que font les défenseurs des droits humains, pour que tous ensemble puissent adopter la loi portant protection des défenseurs des droits humains. Il faut par ailleurs noter que cet atelier s'est tenu en visioconférence relayée dans toutes les provinces de la RDC afin de permettre aux défenseurs des droits humains se trouvant à l'intérieur du pays de suivre en temps réel les déroulements du débat. L'État congolais a récupéré quelques actifs miniers et pétroliers auprès de l'homme d'affaires Dan Gettler Ventura, donc la société Ventura, et ACAJ se félicite du contrat qui a été signé entre le gouvernement, la RDC et cet homme d'affaires. Merci beaucoup. D'abord, vous savez que je crois l'article 24 de ma constitution me donne droit à l'information, l'accès à l'information. Le peuple congolais voudrait aujourd'hui connaître le contenu de cet accord. Parce que cet opérateur économique qui a eu déjà des sanctions américaines par rapport à son comportement économique, cet opérateur économique, là je vois le rapport de l'ONG. Le Congo n'est pas à vendre. Nous avait déjà dit que le Congo perdait 1,95 milliard de dollars. Donc avec cet opérateur économique. C'est ce qui veut dire que aujourd'hui que vous puissiez récupérer quelques carrés miniers ou quelques actifs ou quoi, c'est pas clair. Il faut que le Congolais sache qu'est-ce qu'il a fait. Le gouvernement doit mettre à la disposition des Congolais le contrat signé. Les accords doivent apparaître dans le journal officiel. Le Congolais a besoin de connaître ce qui se passe dans son pays. Il avait combien comme actifs, quels sont le carré minier qu'il avait, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a restitué. Et dans l'entretemps, le manque à gagner. Le manque à gagner que la RDC a enregistré pendant tous ces temps. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Parce qu'aujourd'hui, quand nous de la résistance disons que c'est la continuité du système Kabila, les gens disent que non, c'est pas ça. Et comment ça, la continuité, si aujourd'hui le pays sous Tshisekedi a quand même réussi à récupérer quelques actifs? S'il vous plaît, nous ne voulons pas cette guerre ou ce marketing communicationnel. Nous parlons État congolais, nous parlons mon pays. Moi, je ne parle pas des sentiments. Il n'y a rien de sentiments ici parce que c'est ça. On a récupéré quelques actifs. Vous perdez 1,95 milliard. Vous récupérez 280 millions. Comment vous comprenez cela? Comment? Il est important de connaître les accords en question. Il est important de connaître les manques à gagner enregistrés pendant tous ces temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Qu'est-ce que la justice congolaise a fait de ça? Est-ce qu'il y a des dommages à intérêt? Parce qu'il semblerait que l'homme achetait des carrés miniers et le revendait sans transformation, sans pouvoir faire une valeur ajoutée. Il vend, mais il achète à un bas prix, il le vend au prix réel du marché. Vous comprenez combien il gagne? Qu'est-ce qui faisait qu'il puisse acheter à un plus bas prix? Il faut nous dire, l'ancien accord, c'était ça. Et ce que nous avons signé maintenant, c'est ça et c'est favorable à la population. Donc, les 1 milliard là, c'était pas ça. Après nos études, nos enquêtes, nous avons vu que c'était 280 millions. Et les 280 millions en question sont logés dans la banque, tel compte, que le Congolais le sache. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des millions là... Vous voulez la transparence? Mais la transparence, c'est un pilier de la bonne gouvernance.
Vous ne pouvez pas parler de la bonne gouvernance sans rendre compte. Vous rendez compte. Et la bonne gouvernance exige aussi que je demande compte. C'est ça la bonne gouvernance. Donc il faut la transparence dans la gestion. C'est d'ailleurs le pilier. Et quand vous parlez de la bonne gouvernance, il faut associer à l'état de droit. Parce que les pertes que la RDC a subies... Pendant toutes ces années-là. Pendant toutes ces années. Doivent passer comme ça? Non, le Congolais a besoin de connaître un peu plus. Parlons également de la CAGE qui s'est prononcée autour de l'arrestation de François Béa. Vous le savez bien, on a parlé d'une tentative de coup d'État. Comment est-ce que Essidé ou Lamouka, vous avez accueilli cette information? Bon, je ne sais pas. Tentative d'un coup d'État? Non, bon, au fait... un coup d'État raté. Sous Mobutu, il y avait beaucoup de coups d'État. Hein. La RTNC, à l'aéroport, ceci, cela. Sous Kabila, il y avait même des coups d'État. Soi-disant, un pasteur aurait fait les coups d'État, tout ça. Donc la série continue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que nous voulons dire, qu'il y a des questions essentielles aujourd'hui. Le peuple attend qu'on donne des réponses à ses aspirations. Le peuple attend de l'eau, le peuple attend à manger. On a dit les poissons seront là, il n'y a pas eu de poissons. Certaines personnes ont vu ces poissons. Non, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Vous voulez voir les poissons en prophétie, en vision? Non, les gens sont allés acheter ces poissons. S'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître parce qu'il y a eu les poissons sur les marchés? Peter Lufil a même fait le constat. Nous, le Congolais, a un instrument de mesure. C'est le prix du kilo de poisson dans les chambres froides, les petites chambres froides de la cité. Aujourd'hui, vous êtes une femme. Ne voyez-vous pas que le poisson Thompson aujourd'hui coûte plus cher qu'avant? Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, un poulet poids 12, c'est à 9 000 francs? Avant, c'était à 7 500. Non, il ne faut pas tromper le peuple. Vous pouvez venir ici, parler, dire que c'est venu, c'est où? Non. C'était pas question mais on a vu ces poissons venir. Vous avez vu venir le poisson, mais je n'ai pas vu être filmé. On a diffusé sur Congo Web Télévision ces poissons. Où? C'est où? Dans quelle chambre? Les points de vente. Non, s'il vous plaît. Parce que vous savez. Il y a eu des points de vente. Non, Congo Web a diffusé ça. Non, madame, s'il vous plaît. Quand vous parlez de l'économie a ses principes. Vous amenez des poissons pour inonder le marché et faire la concurrence du prix sur le marché pour bénéficier à la population congolaise. Quelle est la chaîne de conservation de ce poisson? La chaîne de distribution de ce poisson? Qui a acheté ça? Vous avez vu des cantines populaires où on vend des poissons? Et c'était pendant combien de temps? C'est pas parce que la quantité n'était pas suffisante qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a eu quand même des poissons. Non, si vous... faudrait quand même reconnaître qu'il y a eu une quantité qui était sur le marché. Si la pauvre femme qui vend le poisson à Matete peut aller en Mbandaka s'acheter des poissons, amener ici et vendre, et à forcerie l'État congolais. La campagne que vous avez, disons qu'ils ont faite pour l'arrivée de ce poisson et le soi-disant le poisson arrivé, c'est incompatible. On n'a pas vu le poisson. Vous êtes choqué par rapport à la quantité, mais reconnaissez quand même que le poisson était sur le marché. S'il vous plaît, les poissons sont toujours sur le marché. Le poisson commandé par le gouvernement? Non, les poissons commandés par le gouvernement devaient avoir une identité moins chère. Mais c'était moins cher. Les poissons qui étaient sur le marché ont le même prix, plus qu'avant. Il y avait des points de vente bien identifiés, madame. Mais sur ces points, il y avait quand même... Vous reconnaissez quand même qu'il y en a eu, mais... Vous ne pouvez pas m'obliger à reconnaître des choses qui n'existaient pas. Mais parce que nous, on a vu ça, on a diffusé. Où? Des points de vente. Où? À Kinshasa, il y a eu des points de vente. Où? Des points de vente à Kinshasa, à Limité. J'habite Limité. Où? Il y a eu des points de vente. Madame, dites-moi, j'habite Limité. Non, ça c'est faux. Ça c'est tromper le peuple. C'est ce que nous appelons Kadiocha News. Et personne n'est passé pour s'excuser. Pour s'excuser. Pendant que vous dites que le poisson arrive, il y a la flambée de prix sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui le ménage congolais, je prends l'accent sur Kinshasa par exemple, aujourd'hui,
Quand nous on grandissait Kinshasa, il y avait une identité, soit l'haricot, soit le poisson et le ngaïngaï. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos ménages, nous préparons encore le poisson et le ngaïngaï? Ça devient des plats spéciaux. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de la population. Même vous, vous êtes consciente parce que vous allez au marché. Je sais que votre métier de journaliste vous appelle à de réserve. Mais si, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a flambé, mais par rapport à ces poissons commandés par le gouvernement de la RDC, quand même, c'est arrivé. Et nous, Congo Web, nous avons diffusé. Vous êtes l'agent marketeur du gouvernement. Non, il n'y a pas question d'être le journaliste ne dit que c'est qu'il a vu. Mais moi, oui, et alors si nous peut-être c'est parce que vous êtes dans votre camp et que vous ne voulez pas reconnaître, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une quantité qui était venue. S'il vous plaît. Le poisson commandé par l'argent congolais, c'est mon argent, je peux. Oui, c'est l'argent congolais. Alors, il n'y a pas question de camp. Le poisson, s'il se vend dans une chambre froide ou dans un supermarché. Si je ne me trompe pas, il y a eu plus de 5 points de vente qui étaient identifiés. Il y avait combien de tonnes? Oui, c'est ce que je dis. Non, il faut peut-être reconnaître, parce qu'ici c'est moi qui pose des questions, mais reconnaître que la quantité était insuffisante. La quantité était insuffisante. Les poissons récupérés chez les opérateurs économiques ici pour essayer de tromper le peuple. Et que dire alors de ce contrat avec la Namibie? Nous sommes dans les investigations. Interrogez Google maintenant. Vous avez commandé le poisson en Namibie. Interrogez Google. Il va vous répondre. Ah, donc vous voulez dire à la population qui suit que les poissons qui étaient arrivés via Matadi, c'était des poissons récupérés auprès des opérateurs économiques? Je ne suis pas là pour dire ça au peuple. Je suis là pour dire que il ne suffit pas que moi je vienne dire aujourd'hui que les poissons étaient arrivés. Mais ce qui est plus important, c'est que le peuple a constaté qu'il n'y avait pas de poissons. Et ce que le ministre avait présenté officiellement, là, c'était quoi? Mais le ministre... Madame, je ne sais pas. Le ministre, il y a un ministre qui vous avait dit qu'il n'y a pas de policiers, de soldats ougandais au Congo. Un porte-parole qui vous a dit qu'il n'y avait pas de soldats ougandais au Congo. Ils ne sont pas là. Mais après, le ministre avait confirmé qu'il y en avait. Et vous trouvez ça normal? C'est ça être un homme d'État? C'était une communication stratégique, en fait, selon les ministres. Non, c'est pas la stratégie. C'était quoi alors? Ces régimes nous prouvent comment l'amateurisme est bas son plein. Vous allez nous dire il n'y a pas de... Autant se taire. Changement de narratif, les narrateurs. Ok, nous poursuivons. Nous sommes en train de parler des droits humains. Vous avez suivi il y a un atelier pour l'adoption d'une loi qui protège des protections de droits humains en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui le travail fait par les acteurs de droits de l'homme? Mais vous savez que pour que le pays décolle, il faudrait que le droit soit respecté. Il faudrait que le droit soit respecté. J'ai beaucoup de considération par rapport au travail des défenseurs de droits humains, mais je demanderai, j'ai vu le président de la Voix de Sans Voix qui fait un travail très remarquable, mais je demanderai aussi, au même moment, il faut une loi pour la protection des défenseurs de droits humains, il faut aussi bien identifier les vrais défenseurs de droits humains, parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant défenseurs de droits humains par casquette, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas être défenseur de droits humains et défendre le droit seulement d'une obédience politique. Défendre le droit seulement qui sont en faveur des gens d'une obédience politique. Non. Ça aussi, il faut marteler là-dessus. Mais nous avons beaucoup de considération par rapport à leur travail. Moi, personnellement, j'ai été victime de menaces. Je suis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, mais on a choisi la voie de pouvoir lutter, faire vraiment un combat républicain pour que le pays change, pour préparer la relève de nos enfants, dont on ne va pas laisser. J'ai été tabassée. Moi, j'ai été menacée de mort, et ma fille a été enlevée, tout ça, le dossier en bonne et due forme ici à l'Ipékin, tout ça, bon, j'ai vu certains défenseurs de droits humains faire leur travail dans toute impartialité, j'encourage, notamment aussi le président de la Voix de Sans Voix, j'encourage le travail qu'ils ont fait, et il y a eu beaucoup aussi qui m'ont soutenu, c'est bien, mais il y a quelques-uns qui se disent que non. On verra.
Aujourd'hui, on parle de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Félix Tshisekedi prône l'état de droit, le peuple d'abord. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui le traitement à l'endroit des humains en général, mais aussi des défenseurs de droits de l'homme et des politiciens? Parce que vous l'aviez dit, si vous avez été victime, est-ce que vos droits sont respectés? Bon, je dirais que nous sommes vraiment en train de voir la réinstauration de la dictature. Ah bon? Ouais. Avec Tshisekedi? Excusez-moi, je ne parle pas de personne. Nous sommes dans le régime Tshisekedi. Parce que lorsque Kabila était là, vous étiez avec Tshisekedi. Excusez-moi, vous pouvez me permettre de parler? Allez-y! Parce que c'est ça l'erreur que nous commettons beaucoup. Tshisekedi, c'est un Congolais, c'est une personne humaine qui a aussi ses droits et ses devoirs. Mais n'oubliez pas que l'institution Tshisekedi, parce que nous avons les institutions de fait, nous avons Tshisekedi, c'est l'institution président. C'est ça. Donc je ne parle pas de Tshisekedi comme personne de Tshisekedi. Vous parlez de l'institution, voilà, le régime. Je parle du régime, je parle de l'État congolais qui ne sécurise pas sa population. Je parle de l'État congolais. Aujourd'hui, la justice est à double vitesse. D'ailleurs, lui-même, mon frère Félix Tshisekedi, je lui souhaite prompt rétablissement. Lui-même, il avait dit que certains de ses conseillers interféraient dans la justice. Vous avez suivi... il avait reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire dans le secteur de la justice. Vous avez suivi le président Veka qui avait parlé de l'instrumentalisation de la justice lors de son procès. Aujourd'hui, nous venons de voir le dit militant ECD être arrêté pour 10 ans et le déroulement de ses procès. Il n'y a pas l'état de droit. Madame, l'état de droit, ce n'est pas question de faire la publicité à la télé. L'état de droit doit se vivre dans chacun de nous. Aujourd'hui, l'état de droit devrait être un principe de gouvernance. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand il y a un problème, on ne cherche pas à savoir qui dit la loi, mais on cherche à savoir c'est qui. Si c'est Maman Chantal, c'est à abattre. Si c'est Prince Epenge, c'est à abattre. Donc ça, c'est pas l'état de droit. Vous pouvez parler de l'état de droit vraiment. Aujourd'hui, il y a des millions qui sont en train de s'évaporer et les gens vont faire le tourisme et ils sortent sans rembourser de l'argent. Vous allez parler de l'état de droit? L'état de droit, nous sommes pendant le mois de la femme. N'avez-vous pas vu une femme ici être expulsée d'une manière qui n'honorait pas la femme? Vous allez parler de l'état de droit. Regardez comment les policiers sont en train de malmener les femmes qui vendent le long de avenues. Est-ce qu'on ne sait pas parler avec dignité à sa population? Est-ce qu'on ne sait pas dire à la femme de quitter avec dignité? Regardez comment le peuple est en train de souffrir. Ce régime est vraiment caractérisé par l'insouciance sociale. Parce qu'aujourd'hui, pour parler du peuple congolais, nous, RDC, qui avons signé les objectifs de millénaire, les ODD, le 17 ODD, objectif du développement durable aujourd'hui. Nous avons dit qu'il faut lutter contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, quel est le pouvoir d'achat du peuple congolais? C'est en dessous d'$1 par jour. Aujourd'hui, est-ce que l'État paye ses dettes intérieures? Est-ce qu'aujourd'hui, la population, le revenu du Congolais peut lui permettre de s'acheter les biens en service, peut lui permettre de nouer les 2 bouts du mois? Quand nous avons les gens qui sont sous-traitants dans le service de sécurité, qui vous touchent les 83 000 francs, quand vous avez nos policiers qui ont même le problème des... Le gouvernement Samalou Condé a placé l'année 2022 comme une année du peuple. Donc, Mais le gouvernement travaille avec le budget. Comment vous pouvez dire que c'est l'année du peuple pendant que vous augmentez les budgets pour les institutions et la situation... L'année du peuple ou des actions, si je ne me trompe pas. Le peuple reste intact. Ça, c'est tromper le peuple. Madame, Messieurs, prenons à présent le dernier dossier où nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante. Cette mission commune d'observation électorale, Justice et Paix de la Sanco et de l'ECC a fait sa première rencontre avec le président de la CENI, Denis Kadima, depuis son arrivée à la centrale électorale. Cyril Ebotoko, chargé du programme éducation civique de cette commission,
a rassuré de son soutien au bureau de la CENI par un plaidoyer en temps réel afin d'améliorer son travail sur terrain. Là, nous sommes deux commissions justice et paix de la SENCO et de l'ECC. Nous constituons une mission d'observation électorale unique. Là, nous sommes venus voir le président de la CENI pour échanger avec lui autour des enjeux de la feuille de route, notamment les contraintes qui avaient été soulevées dans cette feuille de route. Ce que la CENI doit attendre de nous, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer en temps réel, parce que notre plaidoyer en temps réel va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur terrain, parce qu'elle n'est pas partout. Elle met en œuvre les activités, nous on en fait le monitoring, mais aussi, après un tel travail, à la fin du cycle, nos recommandations permettront à ce qu'on puisse mettre en place des réformes pour améliorer le processus électoral. Donnons la parole à son tour Dédé Aliango, membre du secrétariat général de la mission d'observation Justice et Paix, s'est dit satisfait de l'attitude du président Denis Kadima. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le bureau de la CENI sur la feuille de route qu'elle a mise à la disposition de la nation congolaise. Nous avons beaucoup apprécié son attitude. Il a été ouvert, il nous a donné les explications dont nous avions besoin pour comprendre notamment les contraintes relevées par la feuille de route. Et donc, nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Il y a 2 jours passés que cette mission commune d'observation électorale Justice et Paix était à l'Assemblée nationale pour le dépôt d'un plaidoyer. Il s'apprête déjà d'ici la semaine prochaine à rencontrer les responsables du gouvernement. Les 2 commissions justice et paix de l'Église du Christ au Congo et la SENCO sont conduites auprès du président de l'Assemblée nationale par le révérend Maurice Mondengo de l'ECC et Monseigneur Donatien Chouli, porte-parole de la SENCO. Les discussions ont tourné notamment autour de la tenue des bonnes élections dans le délai constitutionnel. Dans la foulée, le porte-parole de la SENCO est aussi revenu sur le travail fait par ces 2 commissions. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans le délai constitutionnel en 2023. Et nos 2 commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique. Et le Parlement se retrouve partout. Élection en 2023, le président de l'Assemblée nationale est conscient de la réalité actuelle, rapporte Monseigneur Donatien Chouli. Il rassure quant à l'accompagnement de la coalition ECC-SENCO pour des bonnes élections en RDC. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Notons par ailleurs que la visite de l'ECC et la SENCO chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'inscrit dans le cadre de la mission que ces 2 églises se sont données pour accompagner les institutions de la RDC, notamment la Chambre basse du Parlement, volet processus électoral. C'est une première rencontre entre l'Assemblée nationale et l'actuel bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La collaboration entre la Chambre basse du Parlement et la centrale électorale a fait l'objet des discussions. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit. Notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée
discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. S'agissant des réformes électorales, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, rassure qu'aucune loi est en souffrance. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes, le cas échéant, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord, Kadima ne va pas juger Malouma ou les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire. Et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Chez les speakers de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, Denis Kadima était accompagné de tous les membres de son bureau ainsi que ceux de la plénière. Élection en 2023, la semaine, les CC et la SENCO ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, pour insister sur des élections crédibles en 2023. Aujourd'hui, on a le bureau Kadima, que les CIDE, que la MOUCA continue à contester. Et alors, le bureau Kadima est déjà dans le bain pour l'organisation des élections en 2023. Est-ce que vous allez participer à ces élections avec Denis Kadima à la tête? Nous n'avons pas boycotté les élections, mais nous devons nous battre pour que nous ayons de bonnes élections. Et les bonnes élections doivent avoir le caractère crédible, démocratique et puis transparent. Donc nous sommes là pour nous battre. Nous disons qu'il faudrait la dépolitisation de la CENI. Pourquoi nous voulons à ce qu'on puisse accorder les mêmes opportunités à tous les compétiteurs? Aujourd'hui, comment on va aller avec un bureau de 7 personnes parmi lesquels il y a 4 personnes membres de l'IDPS? C'est pas normal. Aujourd'hui, comment on va aller avec une loi unique? Nos pères spirituels ont parlé même d'une loi porteuse de germes de contestation. C'est-à-dire, vous préparez déjà la nourriture tout en sachant que ça sera amer. Ça ne va pas aller. Nous ne voulons pas retomber à ce qui s'est passé en 2006. Rappelez-vous, paix à son âme, nous avons perdu Igo Tantang, un grand opérateur économique. Rappelez-vous que la ville n'était pas... nous avons vu fort ici pour faire accepter le résultat. Voulez-vous que nous soyons toujours face à une CENI militarisée? Que pour proclamer les résultats, il faut que les militaires soient partout. Non. Vous parlez à ce principe. Il faut respecter l'article 5 de la Constitution. La souveraineté émane du peuple. Et pour que la volonté du peuple soit garantie, pour que la vérité des urnes soit garantie, nous voulons à ce que la CENI ait son caractère indépendant, comme l'article 211 nous dit que c'est une institution d'appui à la démocratie. Si nous avions mis en place la CENI à Saint-City, c'était pour remettre les gens en confiance. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que le gouvernement soit organisateur des élections. Déjà, vous n'avez pas confiance au bureau de Kadima. Pourquoi vous ne pouvez pas seulement vous mettre aussi des côtés, comme on a vu l'UDPS, je ne sais pas, je n'ai plus de précision sur l'année, qui avait refusé de prendre part aux élections? Parce que déjà... Si vous interrogez les gens de l'UDPS, ils vous diront ce qu'ils peuvent vous dire. Moi, je ne suis pas de là. Et je voulais seulement vous dire que nos stratégies ne sont pas les siennes. Et puis, nous ne sommes pas en train de copier ce que UDPS a fait. Parce qu'aujourd'hui, UDPS aux affaires, c'est le fiasco. Nous disons aujourd'hui qu'on doit arrêter l'hémorragie. Le combat que nous menons aujourd'hui de la vérité des urnes, c'est un combat de génération. Ce n'est pas un combat de « ôte-toi de là que je m'y mette ». Ce que UDPS nous a démontré aujourd'hui. Il n'avait rien à offrir au peuple, mais il voulait seulement chasser Kabila pour être là. Mais nous, on a quelque chose à offrir au peuple. C'est différent. Et aujourd'hui, nous disons que nous devons être là. Mais nous devons amener les acteurs politiques à être sous l'obéissance de la loi.
C'est ça l'état de droit. Comment vous voulez avoir une loi taillée sur mesure? Pourquoi on a combattu? Mais la Mouka a des députés là-bas à l'Assemblée nationale. Pourquoi tout on passe a par là. combattu Kabila? On a combattu Kabila parce qu'on voulait réinstaurer une vraie démocratie. Mais aujourd'hui, UDPS au pouvoir, on est en train d'assassiner la démocratie qui est contre l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi. Et le président élu Martin Fayulu, comme fils idéologique de Papa Etienne Tshisekedi, est resté le gardien du temple. On doit tout faire pour revenir dans la normale, conformément au préambule de notre constitution. Il faudrait à ce que nous ayons de bonnes élections pour préparer le lendemain de nos arrières et de nos petits-fils. Vous voulez laisser les cendres au pays? Dites-moi, en 2018 déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez répéter la même chose chaque fois? Le même cause produisant le même effet, il y a intérêt que nous changeons. Parce que tout le monde est d'accord qu'il y a eu des problèmes en 2018. Même notre frère Félix Tshisekedi, devant le Congrès, a reconnu qu'il y a eu des choses qui ont fâché la conscience collective. Est-ce qu'on ne peut pas reparer cela? Et la seule façon de reparer cela, c'est une tripartite pour parler du processus électoral et aller aux élections dans le délai. Il n'y a pas de et qui vont se retrouver dans cette tripartite. Nous sommes trois forces en présence. Sous la médiation de nos pères spirituels, il y a Union Sacrée, il y a la Mouka, il y a FCC. Ces trois forces en présence. Nous devons parler du processus électoral et non du partage du pouvoir. Nous ne sommes pas pour un dialogue, distribution de pouvoir, parce que nous avons refusé, que ce soit sous Kabila, que ce soit sous Félix, nous avons dit non à cette consultation. Parce que le problème du Congo aujourd'hui, c'est la crise de légitimité. Nous devons résoudre ce problème une fois pour toutes. Et pourquoi aujourd'hui la Mouka sollicite l'implication? Pourquoi aujourd'hui la Mouka sollicite l'implication de la MONUSCO? Au fait, nous savons que la MONUSCO a la mission de maintien de la paix. La MONUSCO a aussi cette mission-là parce qu'on avait élargi sa mission de la protection civile. Nous l'associons, ce n'est pas pour qu'ils travaillent pour nous, parce que c'est le Congolais. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est pour que la MONUSCO travaille pour vous. Quand nous organisons... Parce qu'à un moment, permettez-moi de faire un pas en arrière, nous avons vu Martin Fayulu, c'était au lendemain même de la publication des résultats qui demandait l'implication de la MONUSCO. Alors aujourd'hui, les gens se posent la question, vous voulez encore que la MONUSCO vous aide? Mais la MONUSCO, c'est une branche des Nations Unies. Même ceux qui sont au pouvoir, ils travaillent avec la MONUSCO. On n'appelle pas la MONUSCO pour nous donner des armes ni des militaires. C'est dans ces missions. Il y a la mission de la protection civile. Aujourd'hui, on a tué Davin Kalala. À Beni, les gens meurent. La MONUSCO a la mission de la société civile. Nous, on n'interpelle pas MONUSCO pour la beauté de MONUSCO, si je peux dire comme ça, mais on interpelle MONUSCO, c'est par rapport à ses missions. Combien d'argent sort au nom de la RDC pour le budget de la MONUSCO? Vous pensez que cet argent sort comme ça, c'est gratuitement? Eux ne récupèrent pas cet argent. Qu'est-ce qu'ils font réellement ici? Ils doivent être interpellés. S'ils ne font pas leur mission, ils doivent être interpellés. Nous appelons la communauté internationale. Et la MONUSCO, c'est une branche des Nations Unies au Congo. C'est la MONUSCO qui chapeaute toutes les ambassades. La MONUSCO a une mission. C'est une mission des Nations Unies. Dernièrement, si le secrétaire général des Nations Unies vient, il est où, n'est-ce pas, à la MONUSCO? Au cas où votre voix... La Mouka va là-bas, le pouvoir va là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes membres des Nations Unies. Et au cas où votre demande pour un dialogue ne sera pas entendue, quelle sera la suite de vos actions? Nous prendrons nos responsabilités et le peuple se prendra en charge. Aujourd'hui, juste quelques mois, une année, parce que nous sommes déjà en 2022-2023, c'est les élections selon la Constitution, les constitutionnelles. Nous voyons des leaders
qui sont dans qui s'approchent de leur base, notamment Martin Fayulu qui est déjà dans le Kwango à Kingé où il va s'entretenir avec sa base. Nous avons également vu la tournée du président de la République dans le Grand Kasaï. Déjà, il est annoncé, sauf changement des dernières minutes, dans l'Équateur. Mais nous voyons également le secrétaire général de l'UDPS qui est actuellement dans le Kasaï oriental. La population se pose la question de savoir est-ce que c'est les moments de la campagne électorale, parce que les leaders politiques sont maintenant en campagne électorale alors que ce n'est pas le moment. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous ne pouvez pas comparer Kabouya et le président Martin Fayulu. D'abord, là, c'est... Je n'ai comparé personne, je donne l'information. Je n'ai comparé personne. Merci. Donc, je voulais dire ceci, que je vous ai dit au début de cette émission que l'agenda du président devait déjà se faire il y a longtemps. Et suite à la Covid, ça n'a pas pu être fait. Et aujourd'hui, il a, disons, le bureau a jugé bon que ce soit... que ça commence déjà à s'exécuter. Je ne pense pas que ce soit dans le cadre des élections ou de la campagne électorale. Non. Le président élu Martin Fayulu a un contrat social avec le peuple. Il voulait aller en Bandaka d'abord pour remercier la population depuis le vote. Il devait rentrer et remercier sa population pour la confiance qu'on lui a donnée. Donc, et après, parler avec la population par rapport à l'actualité politique de l'heure. C'est dans le cadre réel d'un parti politique. C'est dans le cadre réel d'un homme politique. Je voulais dire ici, le président Martin Fayulu, c'est un homme d'État. C'est pas un homme politique. C'est un homme d'État. Bien que l'homme d'État travaille avec la politique. C'est-à-dire que l'homme d'État pense aux générations futures. Ça, c'est d'après Abraham Lincoln. Il pense aux générations futures. Et aujourd'hui, il faudrait responsabiliser la population. Il est parti à Boyende. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il n'y a pas de report des élections. Il a dit et pourquoi Martin Fayulu a dit ça? La surveillance citoyenne. Mais il a insisté. Il a dit nous n'allons pas accepter les reports des élections en 2023. Mais il connaît ce droit. Et il est en train de dire au peuple de connaître leurs droits et des jours de ce droit. Mais c'est l'article... mais c'est déjà connu, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'il y aura des élections en 2023. Est-ce que c'est important pour Martin Fayulu d'assister? Parce qu'il lui a dit qu'il y aura élection, que nous aurons la foi. Non. Combien de choses il a dites qui n'a pas été réalisées? Les élections, c'est une affaire constitutionnelle, c'est la Constitution. Les mandats est de 5 ans, l'article 220 est clair. Les mandats est de 5 ans renouvelables une fois. Encore que ces élections doivent se dérouler en octobre 2023. On doit préparer le peuple. Vous savez, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Comment vous allez embarquer cette population dans un processus qu'il n'est pas informé? Il est temps d'informer le peuple par rapport à ce qui se passe par rapport au processus électoral pour que le peuple s'en approprie. Aujourd'hui, il faudrait la surveillance électorale. L'autre fois, vous avez dit que parce que le peuple n'a pas réclamé, et c'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, le peuple doit jouir de ce droit. Le peuple doit savoir que si je vote A, on doit proclamer A. Si on proclame B, je dois réclamer. Et c'est l'article 64 de la Constitution. Donc le peuple doit connaître ce droit. Et c'est du rôle d'un leader, c'est du rôle d'un leader d'un parti politique, et c'est du rôle d'un parti politique d'éduquer la masse, d'éduquer sa population. Donc je ne pense pas que ça soit... C'est différent de ce que notre frère Félix a fait. Lui, il est allé, il a dit qu'il vient demander la main de ses frères, le Machamoumeni. Il vient leur demander la main pour qu'ils votent pour lui pour la deuxième fois. Ça, c'est différent. Mais c'est normal qu'il a besoin d'un deuxième mandat. On n'est pas dans la campagne électorale. Quand le président de l'Assemblée nationale vous fait des photos Fachi 2023, on va voter Fachi. Moi, j'ai choisi Fachi. On est déjà dans cette campagne-là. Quand le président du Sénat vous dit « Moi, je ne serai pas candidat, je soutiens Fachi », on est déjà là-bas. Mais nous avons également vu des gens dire que nous soutenons Martin Fayulu. Les institutions de la République deviennent une plateforme électorale. Vous trouvez ça normal? Si les gens disent que nous soutenons Fayulu, ces gens ont-ils de responsabilité institutionnelle? Parce que vous êtes... Mais là, ils l'ont dit pas comme président de l'Assemblée nationale, mais président d'un parti politique. Parce que vous allez nous dire, parce qu'aujourd'hui, quand vous assumez le haut fonction de la République, vous serez capable de vous dissocier en tant que tel. Et quand vous le dites au niveau du perchoir, vous le dites en tant que vous, chez vous à la maison, vous avez le perchoir de l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas tromper le peuple.
Aujourd'hui, ma chère, je vous rappelle à ce que le professeur Mbata a dit en 2017, que les institutions de la République sont transformées en plateforme électorale, c'est du jamais vu. Heureusement qu'il y a l'article 64. Nous demandons au peuple congolais de prendre ses responsabilités, de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne parvenons pas à doter les pays des institutions légitimes et des animateurs légitimes, compétents, qui ont les soucis de la population, le Congo n'ira pas loin, le Congo ne va pas décoller, pendant que France Fasson nous a dit que la gâchette du développement de l'Afrique, il serait au Congo. Merci beaucoup Chantal Moboni. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise qui est en train de vous suivre maintenant? Merci beaucoup. Je ne veux pas abuser de votre temps. J'ai dit seulement courage, battons-nous, ça ira. Madame, Messieurs, c'est bien la fin de ce rendez-vous de la semaine Info 7. Merci de nous avoir suivis. Chantal Moboni, notre invitée et secrétaire nationale en charge de la communication de l'ESID. Elle est également porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de la coalition Lamouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire. Merci beaucoup à vous, Madame, Messieurs, de votre fidélité et surtout de nous faire parvenir vos questions, vos propositions, vos réactions. Je l'ai toujours dit, Info 7, c'est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, c'est votre magazine. Info 7, c'est notre magazine. Restons fidèles. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.